Salut à tous, bienvenue dans une autre vidéo de Tous Congolais. Le show qui explique la beauté et l'immense potentiel des Congolais. Et quand je parle du potentiel, je parle des grands potentiels. Et franchement, ceux qui suivent le show ou qui se battent pour le bien des Congolais méritent un applaudissement. Allez-y! Wow, je pensais pas qu'il y avait beaucoup de gens comme ça. Pour cette vidéo, j'ai prévu de retourner voir le peuple Batetela pour explorer un peu plus l'historique de cette tribu. Dans une prochaine vidéo, je parlerai du royaume Luba, mentionné dans la vidéo du peuple Baluba, et ensuite, je parlerai du royaume Congo, mentionné dans la vidéo du peuple Bas-Congo. Nous allons explorer d'autres tribus après ces vidéos. Je préfère vous dire d'avance qu'il n'y a pas d'invité dans cette vidéo, ça sera juste vous et moi et vous, et surtout nous. Donc nous, allons parler de la révolte des Batetela. Sans aucun doute, un moment qui a beaucoup contribué à leur nom, souvent associé à celui de guerrier. Cette fameuse révolte Batetela se passait entre 1895 et 1908 dans la période où le pays était appelé l'État indépendant du Congo. Juste pour vous expliquer brièvement, l'État indépendant du Congo correspond à l'actuelle République démocratique du Congo. Il s'agit du territoire sur lequel le roi des Belges, Léopold II, exerça une souveraineté de fait à partir de 1885 à 1908, et voici son drapeau. Nous allons parler de cette période dans une prochaine vidéo. La rébellion Batetela était une série de 3 révoltes, 3 mutineries militaires attribuées aux membres de la tribu. Ces rébellions furent partie des actions anticoloniales les plus importantes de l'histoire du Congo. Tout commença par une mutinerie parmi les troupes de la force publique de Luluabour, aujourd'hui connue sous le nom Kananga, en 1895. Cette révolte déclencha 2 autres mutineries ailleurs au Congo et nous allons explorer tous les 3. La première révolte, en 1895, au Luluabour, était une mutinerie parmi les troupes de la force publique. Les membres se sont donc révoltés contre leurs supérieurs, un peu comme chez les pirates quand les membres ne veulent plus suivre leur capitaine. Quand il y a une mutinerie, ça veut dire que les membres sont en désaccord. Et c'était le cas avec les Batetela. La force publique, qui était la force armée dans l'État indépendant du Congo et qui exerçait des fonctions de police, a recruté massivement ses membres auprès du groupe ethnique Tetela dans les régions de Sankuru, Maniema et Lomami, surtout pendant la guerre du Congo contre les Arabo-Swahili. Et je pense que Arabo-Swahili, pour certains, c'est nouveau. Selon les sources, le terme Arabo-Swahili fait généralement référence à nos frères bantous, même musulmans, originaires de Zanzibar. Quoi qu'il en soit, ce fut une guerre surtout combattue par les Congolais natifs. Ça ne sert à rien de rajouter qu'une guerre fait des victimes. Ce sont des moments qui sont très nuls après tout. Et ça rapportait sans aucun doute une frustration chez les membres de la force publique. Il y a un fameux personnage qui était la source de cette mutinerie. Un leader nommé Ngongo Lutete. Je l'ai mentionné dans la vidéo où je parlais des origines Tetela, et donc voilà, je le mentionne à nouveau. Je vais devoir parler de ses origines pour que vous puissiez mieux comprendre les raisons de la première mutinerie. Chef Lutete était esclave à un jeune âge par les Arabes, mais après avoir gagné sa liberté, il devenait le leader respecté non seulement des Tetela, mais aussi des Kusu. Et il était devenu un homme puissant avec beaucoup d'influence. En 1886, environ 10 ans avant la première rébellion, Chef Lutete avait uni ses forces avec Tipu Tipu, de son vrai nom Hamid bin Mohamed El Marjabi, un marchand d'esclaves. C'était une union pour combattre l'État indépendant du Congo de Léopold II. Donc, quand la guerre de l'État indépendant du Congo contre les Arabo-Swahili prenait lieu, Chef Lutete et son peuple combattaient initialement avec les Arabo-Swahili sous le commandement du fils de Tipu Tipu nommé Sefou bin Hamid. Selon mes sources, vu que les Arabo-Swahili échoua de payer Chef Lutete pour son allégeance et pour l'ivoire qu'il lui avait fourni, et parce que les camps Arabo-Swahili avaient connu une défaite précoce en 1892, il changea de camp pour se joindre à la force publique. Sefou bin Hamid, fou de rage à cause de cette trahison, il envoya un message à l'État libre demandant qu'on lui livre Chef Lutete ou ce sera la guerre. Mais il n'y avait pas de coopération. Et Sefou bin Hamid fut éventuellement éliminé par la force publique en 1893. Un peu après, dans des circonstances que même mes sources n'arrivent pas à expliquer, Chef Lutete fut accusé de comploter pour trahir l'État indépendant du Congo. Et du coup, il a été exécuté. Les Tetela, qui étaient membres de la force publique, ne pouvaient pas accepter cela. Après tout, Chef Lutete était plus que respecté et apprécié par non seulement ses frères Tetela, mais aussi Kusu, qui eux aussi faisaient partie de cette rébellion. Et du coup, les Tetela et les Kusu se sont unis et ont commencé une mutinerie au Luluabour dans l'année 1895. Ils étaient à plus de 3000 voire 4000. Ils ont éliminé un de leurs officiers ayant la peau blanche et ils se sont échappés pour aller rejoindre les autres soldats Tetela. Voilà la première rébellion. Et cette rébellion avait inspiré 2 autres à travers le Congo.
La deuxième rébellion était en 1897 dans une expédition au Nil supérieur, une région située au nord-est du Soudan du Sud. L'expédition était guidée par Francis Danis, un vice-gouverneur général du Congo. Pour mener à bien sa mission d'explorateur, M. Francis Danis devait rassembler des hommes. Mais le monsieur ne pouvait retirer que quelques centaines de soldats au lieu de la troupe qu'il espérait, parce qu'une partie de ces hommes était détachée pour aller réprimer les troubles provoqués par la première rébellion. Et donc il devait le faire avec le peu de soldats qui lui restaient. Et les Batetela sélectionnés pour participer à l'expédition étaient bien armés, très bien armés. Et une fois en marche, les soldats se ruent sur leurs officiers et les massacrent. Et cette révolte s'est étendue rapidement. Qu'est-ce qui a commencé la révolte demeure un mystère. Une source dit que les soldats se sentaient maltraités. Une chose est sûre, la première révolte les a bien inspirés. Dans cette révolte, M. Francis Danis avait perdu son frère, des officiers, et les Tétéla avaient même pris un pasteur français en otage, mais il a été relâché sans avoir eu de blessures. La troisième rébellion est en 1900 dans le fort de Shinkakassa à Boma. Le fort fut un ouvrage construit par l'État indépendant du Congo pour défendre l'accès au fleuve Congo, en particulier pour stopper les Portugais d'avancer plus au Congo. Il y avait environ 200 soldats de la force publique qui occupaient le fort. Et ces soldats venaient des régions lointaines pour éviter une rébellion telle que les révoltes précédentes. Mais c'était en vain. Les rebelles ont pris contrôle du fort et menacé la sécurité de Boma, qui était la capitale de l'État indépendant du Congo. Aujourd'hui, on parle de Kinshasa, mais avant, il s'agissait de Boma. Bien que les rebelles étaient vaincus à plusieurs reprises, les derniers mutins Tétéla se sont tenus autour du lac Kisale jusqu'en 1908. Il s'agit donc de 8 ans après le début de la troisième rébellion. Et après le conflit, les Belges ont réformé la force publique afin qu'aucun groupe ethnique ne soit majoritaire dans aucune unité. La vidéo touche à sa fin, mes amis. C'est quand même une rébellion très intéressante parce qu'au moins vous savez que les Congolais se sont battus et se sont défendus. Tout comme ils font aujourd'hui. Ils se battent aussi, ils se défendent aujourd'hui. Et c'est bon de savoir cela. Oh, ne faut pas oublier, mes amis. Peut-être que les personnes tétées là qui suivent la vidéo vont se sentir un peu fiers. Et oui, vous pouvez l'être. Mais s'il vous plaît, pas de tribalisme. Tous Congolais, tous Congolais. Cette histoire, fin de compte, ça nous concerne tous. J'aimerais aussi vous dire une autre chose concernant Chef Loutete que j'ai mentionné plus tôt. D'accord, l'homme s'est peut-être battu pour ses frères, mais il y a quand même des rumeurs qu'il vendait aussi certains de ses compatriotes pour qu'ils deviennent des esclaves. Après tout, les marchands d'esclaves partent souvent chez les chefs. Et j'aimerais justement que vous sachiez cela parce que, souvent on pointe les doigts vers d'autres groupes, vers d'autres cultures quand on parle d'esclavage. Mais chez nous, il y avait des gens qui étaient plus que coupables dans ce marché d'êtres humains. Et de vendre des êtres humains, ou encore pire, tes frères ou sœurs, sont des erreurs, des fautes qui ne peuvent plus se reproduire.